sur l'amour, qui ont 10 ans maintenant, vient de me rappeler Thierry, et qui est nommé essai parce que pour moi c'était la meilleure manière de les présenter. Je viens de dire à Thierry que pour moi la poésie est la forme la plus accomplie de l'expression philosophique. Et j'essaye par aphorisme poétique, je viens de dire à Thierry aussi que je suis tombé dans Nietzsche quand j'étais petit et qu'effectivement je pense que depuis lui on ne peut plus écrire autrement que par aphorisme ou par fragment, et que ceux qui se sont encore essayés à créer des systèmes philosophiques se sont cassés la gueule depuis. Donc voilà, voilà d'où je viens. Je ne sais pas si le chemin que je trace va en ouvrir d'autres ou si le mien même est intéressant à suivre, mais je prends au hasard. Alors, je lis les numéros, parce qu'ils sont numérotés. Je sais que ça en agace certains, mais ça me permet de ponctuer clairement. 151. Souveraineté de l'amour. Le prodige, c'est qu'il s'échange plus de maladresse que d'apogée. La réalité s'affirme aussi gauche que nous-mêmes. 152. Déjà l'idée de ton prénom se trouve en amont de la lumière. 157. L'amour ne se laisse ni réduire ni agrandir, il se maintient. 187. Ce qui germe est déjà dans ton nom. Il est suffisant que cela n'apparaisse qu'à mes yeux. 188. Pas plus qu'il ne déborde de lui-même, l'amour ne s'institue pas. 189. Ce n'est pas l'amour qui fait le poème, c'est le préjugé sur l'amour et sur le poème. 190. Une allégorie de l'amour ne présente que son interprétation temporaire. Le plus souvent, ce qui dure dans l'amour, ce n'est pas son image, c'est sa représentation. 192. En art de vivre, l'amour expose son œuvre. Il s'accroche à son sentiment de plénitude. 226. L'amour n'a nul besoin d'adorer, nul besoin de consolation. Il se sait irremplaçable. 228. Le désir commande, mais il y a rarement quelqu'un pour le servir. 276. L'amour opère sans jamais connaître ses résultats. 277. L'amour n'a pas besoin de s'avouer, il lui suffit de se laisser découvrir. 278. L'amour ne crée pas d'exception, il l'illustre. 279. Il n'y a pas besoin d'amour pour s'engager dans l'amour. Il n'y a besoin que d'engagement. Voilà. Et vous avez vu que j'ai pris au hasard et il n'y a rien qui est préparé. Lorsqu'on est passé par où tu es passé cet été, qu'on a le disque dur qui est nettoyé,
et qu'on ouvre Le un tien œil, ou le mien? les deux, D'accord. les deux, parce que tu as nettoyé le disque dur de pas mal d'amis aussi, Ouais. ça c'est évident. Encore une fois, quand on ouvre un œil sur le monde extérieur, après ce que tu viens de nous dire ici, quel regard portes-tu et comment réactives-tu les souvenirs qui apparaissent à toi? Mais fondamentalement, il n'y a rien qui a changé. Ce qui change, c'est l'anecdote. Je l'ai dit, hein, l'image que j'ai le plus présente pour l'instant, donc soyons clairs, je vais parler administratif, pour la mutuelle, je suis un invalide. Bon, pour moi, je suis un convalescent, en ne sachant pas ce qui va se passer, en mieux, en pire, en stable. Et je suis maintenant dans une phase où ma vie de chenille est terminée, mais je ne sais pas ce que sera ma vie de papillon. Donc pour l'instant, je suis dans le cocon, et dans le cocon, c'est une bouillie, mais c'est l'essentiel. Et donc, je pense que j'ai cet essentiel, et je dis, c'est l'anecdote, on trie. Il y a des choses qui paraissent beaucoup moins importantes maintenant. Bon, c'est sûr, bon, ça c'est un peu facile à dire, et bon, je ne voudrais pas être méprisant d'une manière ou d'une autre, mais on voit les gens qui sont attachés à soi. Bon, et puis on voit ceux qui sont beaucoup moins attachés, alors qu'on aurait pu l'imaginer en d'autres circonstances plus heureuses. Donc il y a des choses comme ça. Et puis maintenant, je suis en train de faire le point. Donc je ne vis plus chez moi, donc plus dans mon environnement, plus dans mon désordre. J'emporte avec moi dans ma chambre du home le strict essentiel. Bon, j'ai quand même un gros disque dur bien rempli, il y a de quoi faire. Et je repasse en vue des choses. Donc je me relis, je revois, je retrouve que je n'en sais rien moi. En mars 93, j'avais envie de faire telle chose, j'avais 3 pages de notes, et puis c'est resté là. Mais je retrouve l'envie que j'avais eue. Et je peux, enfin, j'ai l'intention, autant que possible, de considérer que cette envie a été un moment fondamental, donc de vérifier ses fondements, et de vérifier comment je peux retrouver une autre envie aussi fondamentale des années après, ou exprimée sous une autre sorte. Par exemple, bon, je prends bien mon temps maintenant. J'avais un projet de recueil de poèmes que j'estimais important à mes yeux, mais qui était très compliqué. Autant vous dire, c'est vraiment pas un recueil bisounours, ce n'est pas hermétique non plus à mon avis, enfin c'est du Kagan quand même, mais les autres, la plupart des lecteurs trouveront ça obscur. Et moi-même, je m'attaquais à un sujet un peu compliqué, parce qu'il faisait appel à la mythologie, faisait appel aux mots, faisait appel à la sculpture. Enfin, je partais de l'idée de Galatée, donc la sculpture que Pygmalion a réalisée, et il a demandé à Aphrodite, tellement il était tombé amoureux de sa sculpture, il a demandé à Aphrodite de lui donner vie. Bon. Et puis l'histoire s'arrête là parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc je prends mon travail là-dedans était effectivement un travail amoureux, donc j'ai le point de vue de Pygmalion et le regard de Pygmalion. J'ai comment dire, la maladresse, parce que je ne suis jamais qu'un artisan, donc à quoi vais-je arriver en sculptant? Et qu'est-ce que la sculpture en tant que marbre
va penser du sculpteur, puisqu'on est dans le mythe, on peut faire penser les pierres, et qu'est-ce que, à partir du moment où elle prend vie, elle va me considérer. Serons-nous des égaux ou toujours l'un l'œuvre de l'autre? Et derrière ça, dans quelle mesure est-ce dans un couple, l'un n'est pas l'œuvre de l'autre et réciproquement, voilà. Donc je tournais autour de ça, c'était vraiment un peu compliqué. Et j'avais voulu faire un texte en 3 parties, où là, dans la deuxième partie, je partais vraiment d'une chose qui m'est arrivée, qui est très simple, qui est un mouvement de corps d'une femme que j'aimais. Ce n'est rien de plus compliqué que ça. Et donc j'associais la partie mise en mouvement, sculpture qui allait vers la mise en mouvement, avec une partie, je dirais, très ras de terre. Voilà. Et puis j'aurais voulu faire autre chose qui était un peu dans les, comment dire, la réflexion sur l'expectative, puisque le mouvement de corps réel dont je parle dans la partie était un mouvement qui était la fin d'une attente. Donc globalement, on se rejoint, on se retrouve. Et bon, ça continuait en fait le mouvement supposé que la sculpture allait avoir vis-à-vis de son créateur. Et j'aurais voulu essayer de, comment dire, philosopher poétiquement sur ce qui était en expectative, en attente, en absence-présence là-dedans. Et je dois dire que je me suis un peu cassé la tête et même je n'aboutissais pas à une formulation qui me satisfaisait. Et pire, j'ai retrouvé que d'une autre manière, beaucoup plus distante, j'avais traité du problème ailleurs. Alors je me suis dit, ok, j'en reste là, boum, boum, je garde les 2 parties, elles se suffisent à elles-mêmes. Et donc voilà, je me suis replongé. Et j'ai vu aussi que dans ma façon de dire les choses, dans des côtés anecdotiques, je retrouvais des choses qui venaient d'ailleurs, que je récupérais. Je dis ceci parce que j'ai terminé l'écriture de ça, que j'ai envoyé vers éditeur, on verra. Puis j'ai relu un autre texte que j'avais écrit il y a une dizaine d'années, qui était un monologue. Et cet après-midi, j'ai corrigé des épreuves d'encore un autre texte qui à nouveau était parti sur, comment dire, tout à fait autre chose, une intention tout autre. Et puis je m'aperçois qu'il y a des liens. Il y a des mouvements, évidemment, il s'agit de corps, il y a des mouvements qu'on retrouve. Et alors je m'aperçois que j'ai été piqué dans une chose réelle, quelque chose que j'ai mis à la sculpture, et que l'idée de la sculpture, à un autre moment, était mythiquement entrée dans ma description de personnages réels. Et si à la sculpture je peux faire dire ou faire penser ce que je veux, puisque j'en suis le maître et l'artisan, il va de soi que dans mon rapport à d'autres personnes, en l'occurrence dans les 2 cas, dans les 3 cas, puisqu'il y a la deuxième partie et puis deux autres ensemble, il s'agit de femmes réelles, et de femmes réelles que j'ai connues, mais je retrouvais, et quelque part j'en reviens aussi à cette idée de fondement, c'est qu'est-ce qui me touche et
comment ça me touche et comment je peux dire que ça me touche. Et je le formule de cette manière parce que je viens de lire le livre de Serge Rezvani intitulé L'Éclipse. Je dis le livre parce que ce n'est pas un journal, ce n'est pas un roman. Et c'est un livre qu'il a écrit sur sa femme qui avait la maladie d'Alzheimer. Et elle en est morte. Il a écrit ce livre au moment où la phase Alzheimer était critique, les 2 dernières années. Et alors il faut savoir que Rezvani, qui était peintre à l'origine, qui est devenu écrivain, qui est devenu chansonnier, j'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau, c'est lui qui l'a écrit. Et il a rencontré Danielle, qui est devenue son épouse. Il avait 22 ou 23 ans, je ne sais plus. Elle en avait 19. Ça a été le coup absolu, pire que la foudre. Ils ne se sont pas séparés plus que le moment de faire des courses ou d'un petit rendez-vous pendant 50 ans. Il raconte quand il écrit, parce que au moment où il écrit, il a publié un autre livre et il doit s'absenter de la maison pour la presse, la télé, des choses comme ça. Il doit s'absenter pendant une semaine et il dit « c'est la première fois que je m'absente une semaine, sinon ils ont mangé tous les repas ensemble pendant 50 ans et ils n'ont passé que 2 nuits séparément, dont une nuit où lui avait été hospitalisé, il était en soins intensifs. » Donc c'est vous dire l'importance de ce rapport. Et en fait, il écrit que, elle est malade, mais elle se rend compte qu'elle est malade, mais elle ne l'avoue pas. Je rejoins un peu là le côté de ma sculpture. Qu'est-ce que la sculpture peut bien dire dans son état de Galatée quand elle n'est pas vivante. Et en fait, il dit bien en tant qu'écrivain que tout ce qu'il peut émettre oralement avec sa femme ou avec d'autres dans le cadre justement d'essayer de saisir cette maladie qui est justement insaisissable, tout ce qui est émis oralement échappe. Et que l'acte d'écrire est justement ce qui va permettre de refermer les choses, mais que l'acte d'écrire est justement ce qui va nommer la chose. Donc on décide d'écrire, mais à partir du moment où on décide d'écrire, ce sont les mots tels qu'ils vont se présenter qui vont établir la chose. Et là, il ne sera plus question de faire retour arrière, parce que ce sera coulé et que on pourra ergoter ou commenter son propre livre, mais pour celui qui va le lire, et un livre est fait pour être lu par quelqu'un qui ne connaît pas la situation, donc qui va prendre pour argent comptant la situation telle qu'elle est énoncée. Donc voilà tout ce qui est un petit peu ma préoccupation fondamentale maintenant, et je vais essayer de retricoter tous les bouts que j'ai, et puis je vais reprendre aussi pas mal de choses parce que je m'aperçois peut-être, hélas c'est un de mes mots favoris, au sens où on demandait à Gide qui était le plus grand poète français, et il disait Victor Hugo, hélas. Et j'ai beaucoup écrit des choses qui n'ont pas une importance littéraire, outre l'importance littéraire qu'elle aurait pour moi en tant que diariste, mais à travers ce que j'ai pu noter à divers moments de ma vie, je vais
je vois en me relisant, parfois très longtemps après, 20 ans ou 15 ans après, en me relisant qu'il y a des choses qui sont mes lignes de force, mon chemin, et pensons chemin, parce que j'aime bien le côté chemin, et j'aime bien le côté caminando ou le côté walking, qui est le chemin en train de se faire. Et je retombe, en fait, je m'aperçois que mon chemin, je dois encore un peu le définir, mais quelque part, il est un peu en chemin de fer. Donc je suis sur des rails, et puis il faudra que je donne de l'intensité d'une manière ou d'une autre à ces rails, soit par une pensée qui va pouvoir faire le lien entre mon amour pour la peinture et mon amour pour la poésie, qui ont des liens entre elles, mais que je pourrais, moi, aborder de deux manières différentes sur le même fondement. Et puis voilà, je m'apprête à creuser tout ça pour... Mais tes couleurs ont-elles changé? Comment Ton amour des couleurs a-t-elle changé? Alors, je vais te dire un truc très bizarre. Non. Fondamentalement, non. Mais, j'ai des mauvais yeux. Je suis né avec des lunettes, moi. J'ai des mauvais yeux depuis toujours. Et... au sens où j'ai un problème de convergence, ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais bon, mes yeux ne sont pas parfaits. Et je me suis rendu compte, ces derniers mois, que je ne percevais plus le bleu de la même manière que je le percevais autrefois. Donc, je ne sais pas si médicalement ça peut s'expliquer ou si c'est un état de vieillesse ou de sensibilité des cônes et des bâtonnets, voire peut-être de la lecture qui en est faite par le cerveau, mais j'ai une sensibilité au bleu qui est différente, quoi. J'ai vraiment une attirance maintenant, une fascination pour les bleus, depuis le turquoise jusqu'au violet. Et je veux dire, en tant que peintre, si je voulais rendre ce que je sens que j'y arriverais pas. Tiens, je vais demander à Paul. Paul, le changement de couleur dans une œuvre provient de quoi? Tu as des périodes, où il y a différentes couleurs qui se présentent à toi, puis tu changes, pour quelle raison? Non, tu t'es réveillé le matin. Et aussi, c'est vrai que... Parle plus fort, tu veux bien? Comment on se réveille le matin? Oui. Parce qu'on peut voir les choses différemment. À cause de ce qu'on a vécu la nuit, c'est vrai. Parce que là, c'est noir, mais c'est plein de couleurs. Oui, oui. Mais il y a aussi le changement de saison. Et alors le fait qu'on vive à une certaine période plus avec l'électricité ou pas. Donc, moi, je suis de moins en moins attiré par la lumière électrique. Par quoi? Par la lumière électrique. Oui. D'accord. Je m'habitue de plus en plus à... C'est presque un besoin d'éteindre et de vivre presque dans le noir. Et alors les choses s'éclairent autrement. Mais tu sais que Meurant, qui travaille la couleur, peint dans le noir. Hein? Oui. J'ai commencé à essayer de peindre dans le noir, mais j'ai commencé à dessiner dans le noir. C'est très important. Ah oui. Dessiner mais carrément à l'aveugle? Oui, oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire avant même, au moment où je me réveille, avant d'ouvrir quoi que ce soit, je plonge sur mon carnet et je laisse aller mes mains et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent, c'est vrai. Même des couleurs. Oui, c'est sûr, oui. Mais le fait je pense qu'on vit dans une société où il y a trop d'éclairage électrique. Oui. Et donc, on perd aussi des tas de nuances au niveau très subtil dans les couleurs. Et donc, si on s'habitue pendant un moment à vivre, notamment
ayant été dans le désert ou dans des endroits où il n'y a pas de lumière électrique, et on redécouvre d'abord la Voie lactée, et toutes ces myriades et toutes ces choses. Et donc on renaît avec des nuances. Et en fait, on se rapproche peut-être des animaux qui, eux, vivent très bien, voient très bien la nuit. Et donc on a un peu perdu cette... Donc je crois que notre vue est en train de se détériorer avec l'ordinateur. Enfin, vous êtes trop dans On parle d'ailleurs de pollution lumineuse. Oui, Oui, moi je suis très effrayé maintenant par la télévision. Hein. Comment dire, les génériques, les annonces de films, il y a toutes des images superposées, entrecoupées, bougeant tout le temps. Moi, ça m'effraie. Et bon, pour la couleur, je parle bien de ma perception, parce que tu sais que j'ai travaillé beaucoup sur les couleurs. J'ai quand même aussi une œuvre plastique qui a beaucoup travaillé sur la couleur. Les couleurs pas tellement mélangées, mais au moins en rapport entre elles, et le monochrome aussi. Voilà. Donc, mais là, de toute façon, j'ai plus envie de travailler avec de la peinture. J'ai envie de m'intéresser à la peinture, mais n'ai plus envie de travailler en couleur. Mais voilà, mon regard a changé. Très bien, merci beaucoup Jack. Merci beaucoup. Eu sei que o sol nunca vai estar